Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de programmation système. Nous sommes dans la deuxième partie de ce cours intitulé Programmation Shell. Nous avons la séance passée parcouru quelques lignes sur la différence entre le Shell et les autres langages de programmation. Nous avons parlé que le Shell a deux fonctions clés. Premièrement, ça sert de l'interpréteur des commandes. Chaque commande que vous tapez dans mode console ou sur un terminal est interprété par un programme qu'on appelle le shell. Et en même temps aussi, le shell aussi c'est un langage de programmation que vous pouvez utiliser pour automatiser votre système. Donc nous avons vu qu'il y a plusieurs versions de shell. Il y a les born again shell qu'on va utiliser le bash. Il y a les k shell, les current shell, les c shell. Donc il y a plusieurs versions. Et nous avons vu la notion fondamentale dans chaque langage de programmation, c'est la variable. Donc ça permet de contenir une valeur et cette variable va nous aider à faire le programme que vous voulez. Et nous avons vu aussi il y a deux types de variables. Des variables qui sont déjà prédéfinies dans le système que vous pouvez exploiter dans votre programme. Qu'on a par exemple home, path, term, il y en a plusieurs. Et vous avez aussi le variable que vous-même vous créez. Donc lorsque vous créez une variable, il suffit juste de donner le nom de la variable suivi de la valeur. Mais tandis que lorsque vous voulez lire le contenu, il faut précéder ça de $ pour dire je vais lire le contenu de ma variable. Et nous avons vu aussi les trois fonctions principales que nous pouvons utiliser dans la manipulation de variables. Il y a la fonction echo pour afficher le contenu. Il y a la fonction read pour lire le contenu. Et il y a la fonction expr pour faire le calcul de tout ce qui est opération arithmétique. Également, nous avons insisté que lorsque vous créez votre bash, le plus important c'est de le mettre dans un fichier, d'accord, qu'on appellera un script, et que le fichier doit être mis en mode exécution, chmod plus x, comme ça vous pourriez facilement exécuter votre programme pendant plusieurs fois autant que vous voudrez. Maintenant, nous allons attaquer encore une deuxième partie dans le langage shell. Nous allons parler des structures conditionnelles. Donc, lorsque vous travaillez sur un programme, une des structures conditionnelles qu'on utilise souvent, c'est les si en français, c'est les if en anglais. Donc, si ma variable est supérieure à telle valeur, qu'est-ce que je dois faire? Comment on l'écrit en bash? C'est juste l'expression if, le mot-clé test, suivi de la variable qui va représenter votre condition. D'accord? Si test, donc la condition, then, sur une nouvelle ligne, et après vous écrivez les différentes commandes qui seront à l'intérieur de then, et vous terminez avec la commande fi, puis dire c'est la fin de if. Donc c'est un peu l'inverse. If c'est if, pour terminer c'est fi, c'est fi. On peut écrire test ou on peut écrire entre crochets. D'accord? Je peux mettre cela entre crochets. Ça veut dire if, la condition, then, voici la variable. Donc je mets la condition et la variable. Par exemple, si le répertoire personnel est par exemple /home ispt, voilà ce que tu dois faire. D'accord? Donc si on écrit la condition, on commence toujours par les if. Donc je préfère que vous utilisiez la deuxième forme avec le crochet. Donc if espace crochet. Seulement lorsque vous écrivez la condition, laissez l'espace après avoir ouvert le crochet et avant de le fermer. Donc ça ne doit pas être collé au crochet, au risque de considérer cela comme un seul mot. Donc on a la condition, then on écrit notre commande. Et si nous avons des cas alternatifs, donc ces cas-là seront introduits par elif. Elif c'est pour sinon si. Donc elif, sinon si, vous avez la condition then. Donc on peut avoir autant de elif, jusqu'à ce que vous n'aurez plus d'autres conditions. Donc par là, vous pourriez terminer cela. Donc vous avez if, vous avez elif et vous avez aussi else. D'accord? Else, c'est au cas où vous voulez dire au cas où le premier if ne s'exécute pas, le deuxième if ne s'exécute pas, voilà ce que
voilà ce qui doit être exécuté, d'accord? C'est le else. Donc, je peux avoir, par exemple, si ma variable est supérieure à 10, voilà ce que je dois faire. Si la variable est inférieure à 8, voilà ce que je dois faire. Si la variable est inférieure à 5, voilà ce que je dois faire. Donc, je vais mettre autant de if jusqu'à ce que j'aurai toutes les variables traitées. D'accord? Donc, lorsque vous faites la condition if, donc rappelez-vous que vous avez plusieurs if et que vous pouvez le changer autant que vous voulez. Donc, les conditions doivent être précédées toujours de votre if entre crochets la condition. OK? Maintenant, vous pouvez également utiliser la condition if et l'if else dans n'importe quel système. Parce que rappelez-vous que Linux, l'avantage que nous avons ici, on n'a pas que de variables, on peut aussi avoir le résultat d'une commande. Donc, dans la condition, je peux mettre aussi le résultat. Je peux exécuter les commandes et je récupère le contenu d'une commande et je fais la vérification. D'accord? Ma variable peut être le résultat aussi d'une commande. Maintenant, lorsque nous sommes en train de comparer sous Linux, il y a trois types de comparaisons. D'accord? Il y a trois types de variables, il y a trois types d'opérateurs. Le premier type d'opérateur, c'est lorsque nous sommes en train de vérifier le fichier ou le répertoire. Donc, ce n'est pas la même chose lorsqu'on compare le nombre et ce n'est pas la même chose lorsqu'on compare le chaîne des caractères. D'accord? Lorsque vous comparez le fichier, par exemple deux fichiers, on veut comparer ici les deux fichiers, le contenu est le même, ou vérifier si c'est un fichier ou c'est un répertoire, vérifier si j'ai la permission d'écrire ou d'exécuter, vérifier si j'ai la permission de modifier, d'accord? Ça, ce sont des opérateurs spécifiques au fichier. Maintenant, si je vais comparer si un nombre est supérieur à 10 ou à 20 ou à 30, je vais utiliser les opérateurs spécifiques au nombre. Et enfin, si je vais utiliser les opérateurs pour vérifier que, par exemple, quelque chose, une chaîne de caractères contient un autre mot, ou bien deux chaînes de caractères sont égales, là, je vais utiliser des opérateurs en relation avec les chaînes de caractères. D'accord? Donc ici, en relation avec le fichier, on a par exemple le symbole "-e", c'est pour dire si le fichier existe. Donc si j'écris par exemple if, la condition entre crochets "-e" /etc/group, je vérifie si le chemin que je donnais ici pour le fichier groupe existe bel et bien dans le dossier etc. D'accord? Il va me répondre oui ou non. Donc je vérifie si c'est un répertoire, c'est le symbole "-d". "-d" /home, ça vérifie si c'est un répertoire. "-f", c'est un fichier, d'accord? "-l", c'est un lien symbolique. "-r", si je peux lire sur le fichier, si j'ai le droit de lire. "-w", si j'ai le droit d'écrire. "-x", si j'ai le droit d'exécuter. Si je veux comparer deux fichiers et vérifier si un fichier est plus récent qu'un autre, donc le chemin du premier fichier, le symbole "-nt", new then. Est-ce que le premier fichier est plus récent que le deuxième fichier ou plus ancien que "-ot"? D'accord? Donc, on va vérifier si c'est plus récent ou plus ancien, donc en comparant les différentes valeurs. Donc, "-nt", "-ot" vont nous aider à vérifier si c'est récent ou pas. Donc, ça, ce sont les opérateurs. Lorsque vous manipulez les chaînes de caractères, donc utilisez cet opérateur-là. Maintenant, lorsqu'il s'agit des chaînes de caractères, vous avez la possibilité d'utiliser "-z", d'accord, pour vérifier si une chaîne de caractères est vide ou pas. Si j'exécute une commande, il me renvoie une valeur. Si la valeur est vide, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Donc, je vais vérifier avec "-z". Pour les chaînes de caractères, est-ce que la chaîne est vide? "-n", la chaîne n'est pas vide. Si je vais comparer deux chaînes de caractères, j'utilise une seule égalité, c'est pas double égal. Il faut faire attention. En C++, en Java, dans les autres langages
de programmation, on utilise double égalité pour comparer deux chaînes de caractères. Mais ici, on utilise une seule égalité. D'accord? Différent, deux chaînes différentes. D'accord? Deuxièmement, on a vu les opérateurs pour les chaînes de caractères. Donc, il faut tenir compte des opérateurs, par exemple, moins Z, moins N, égale, point d'exclamation égale. On a encore les opérations, comparaison plutôt sur des nombres, par exemple, moins EQ, d'accord, moins NE, moins LT, d'accord. Moins EQ, c'est pour dire est-ce qu'un nombre est égal à 10. On n'utilise pas l'égalité pour les nombres. L'égalité, c'est pour le chaîne des caractères. Donc, moins EQ. L'inégalité, moins NE. Donc, non equal. Inférieur, strictement inférieur, moins LT. Inférieur ou égal, moins LE. Strictement supérieur, moins GT. Supérieur ou égal, moins GE. D'accord? Donc, vous avez les différents symboles que vous devez familiariser avec des petits exercices. Donc, moins EQ, moins NE, moins LT, moins GT. Donc, regardez bien la différence. Différent ici pour les chaînes de caractères, c'est point d'exclamation égal. Moins différent ici pour moins NE. D'accord? Donc, ce n'est pas égal. Donc, il faut faire très attention lorsque vous confondez les opérateurs pour les chaînes de caractères et pour les nombres, ainsi que pour le fichier. Donc, par exemple, lorsque je vais tester une variable, donc je vais mettre test, le nom de ma... Je vais lire par exemple une variable. Voulez-vous afficher, par exemple, le man d'une page? Je vais lire la variable qui a été saisie. Si la variable est égale à 1, then je vais afficher la commande man. Mais si la variable n'est pas égale à 1, je ne vais rien faire. Un deuxième programme, voulez-vous afficher la page main? Je vais lire la variable, mais je peux écrire aussi si de la variable équivaut à 0. D'accord? Then, je vais afficher le GCC. Ça veut dire si la personne a saisi oui ou non. D'accord? 0. Donc, je vais lire, je vais afficher le GCC. Donc, ça, c'est juste une façon d'écrire pour vous dire que voilà, vous allez lire le contenu, vous allez faire la vérification. Donc ici, il s'agit de nombres, on a utilisé moins EQ, on n'a pas utilisé égal. Donc, nous avons aussi une autre structure de contrôle, à part les if, il y a la structure case. Case, dans d'autres langages de programmation, c'est appelé le switch, d'accord? Si vous avez la même comparaison plusieurs fois, donc inutile d'utiliser le if, ou elif, parce qu'il s'agit de la même variable. Vous pouvez utiliser juste le case. Donc ici, par exemple, je vais lire une variable et je vais dire case. Si la variable in, d'accord, c'est comme switch value. Donc, si la variable c'est correspond à valeur 1, ici vous allez mettre le nombre, par exemple 10, ici vous allez mettre 12, voilà la commande qu'il faut exécuter. Le break, pour nous, c'est les deux points virgule. Donc, point virgule, deux fois, c'est le break. C'est comme on met en langage C le break. D'accord? Valeur 2, on fait la même chose, le break. Et le default, c'est étoile, parenthèse, c'est pour dire le default. Étoile, c'est pour dire le default. C'est-à-dire si aucune valeur ne correspond, aucun des cas ne correspond à ce qui a été précédemment mentionné, voilà ce que vous devez faire à défaut. Donc, et à la fin, c'est ISAC. Donc, case, vous les renversez par ISAC pour fermer le cas. La boucle, donc les structures répétitives, vous avez la boucle while et la boucle for, d'accord? La boucle while, comme on l'écrit toujours dans d'autres langages, c'est while, la condition do, done, d'accord? While, par exemple, les tests, tant que le nombre est supérieur à 0, voilà ce que je vais faire, je fais le do et je fais le done. Donc ça, c'est la boucle while, c'est plus facile à écrire et à comprendre. Toujours pour les tests, comme je dis, vous avez la possibilité de l'écrire directement avec crochet à l'intérieur votre condition, ou bien de commencer par les mots-clés test, condition. Donc c'est à vous de choisir, mais je propose la première méthode ici, toujours avec les crochets. C'est plus facile pour ne pas oublier. Ok? Donc ici, par exemple, je donne un nombre, déclare une variable qui est égale à 1, et tant que quitter est différent de 0,
nous allons demander à la personne, appuyer sur 0 pour quitter. On va lire ce que la personne va taper. Après, on va afficher vive le bash. Si la personne a tapé quelque chose qui n'est pas égal à 0, on va répéter encore, répéter, jusqu'à ce que la personne appuiera sur 0, on écrit bye. D'accord? Ça, c'est un exemple de script qu'on va tester tout à l'heure. Il y a aussi la boucle for, c'est la dernière boucle, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser la boucle for pour faire quoi? C'est pour parcourir une liste de nombres, d'accord? Donc, dans le programmation shell, vous avez l'avantage, votre liste ici, la séquence qui est placée à gauche, peut être le résultat d'une commande, d'accord? Comme ça peut être aussi un tableau, une liste comme un tableau, d'accord? Avec des crochets. Donc, vous pouvez mettre les résultats d'une commande ou un tableau. Et la séquence, c'est pour générer des valeurs de 0 à 10. On génère des valeurs de 0 à 10. Donc, je pense que pour l'instant, nous pouvons attaquer un ou deux exemples. Comme ça, ça va nous aider à nous familiariser un peu. Donc, le principe que je viens de dire tout à l'heure est que si vous voulez manipuler, par exemple, les chaînes de caractères, ou bien manipuler les nombres, ou manipuler les fichiers, vous devez tenir compte des opérateurs logiques qui seront utilisés. Ok? Ne pas confondre les opérateurs logiques. Donc, ici, par exemple, nous allons entrer dans notre fichier habituel, L2 ISPT. Ok. Donc, je vais faire le clear. Donc, voici notre répertoire. On avait déjà, je crois, un script. Je vais entrer dans le même script. Nano script 1. Ok. Donc, on avait déjà deux variables qui sont déclarées. Tout ce que nous allons ajouter, c'est les read, par exemple. Je vais juste effacer ces deux variables. Je vais juste écrire echo. Le clavier est en français. Je vais le changer en anglais. Parce que echo, par exemple, donner un nombre. Donner un nombre. Je fais read. Je vais mettre ça dans la variable nb. D'accord? Echo. Vous avez saisi $NB. Ok, j'enregistre, yes. D'accord. Et que j'exécute cela. Nano. Nano, le script en question, c'est quoi? C'est ça. Donc, oh mon Dieu, je m'excuse, c'est pas nano. Donc, j'exécute cela en disant slash le script ou bien bash, c'est tout. Je vais taper le script. Donc, donner un nombre, je tape 189. Il me dit vous avez saisi 189. Ok, donc ça c'est un exemple. On rentre à l'intérieur du fichier script. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me donne un nombre et j'ai calculé. Maintenant, non seulement je vais calculer, mais je vais mettre dans une variable calc somme 100. Je vais mettre dans la somme 100. Je vais calculer. Je vais utiliser EXPR. Je vais calculer quoi? $NB plus 100.
et je vais afficher echo NB plus 100 égale $somme 100. D'accord? Ça, c'est juste une chaîne de caractères, mais ici, je fais les calculs. D'accord? J'utilise EXPR pour dire que c'est les calculs et je fais la somme. Donc, j'enregistre, clear, et j'exécute. Il me dit de taper, je tape 89. Donc, vous avez saisi la ligne de commande. Il n'a pas trouvé contrôle nano. Attendez. Comme si quelque chose n'est pas bon. Nano. Donc, je vais essayer un peu de vérifier mon nano, si accéder à l'intérieur, voir quelle est l'erreur qui a été utilisée, qui a été plutôt insérée. Nano bash script, pardon. Donc il dit ici il y a une erreur. D'accord, je pense que c'est les espaces. Ok, parce que je vous ai dit la dernière fois, ne laissez pas d'espace. Y. D'accord. Et on va essayer à nouveau. Bash. Je tape 89 encore. Ok, donc les espaces. Comme je vous avais dit la dernière fois, quand vous déclarez une variable entre l'égalité, ne laissez pas d'espace. Donc vous avez saisi 89. 89 plus 100 nous donne 189. Donc on peut faire les opérations des calculs. Clear. Maintenant on va ajouter quelque chose de simple. Nano. Donc on va maintenant ajouter, si on va faire une condition, if la variable $somme de 100 est supérieur à 200. D'accord? Donc si la variable somme est supérieure à 200, then qu'est-ce qu'on va écrire? Je peux mettre même l'espace à l'intérieur. Echo vous avez saisi la somme, je vais dire seulement supérieure à 200. Donc comprenez les accents, c'est un clavier en anglais. Else echo inférieur à 200. Et fi, c'est pour finir. Ok, donc j'enregistre et je vais voir maintenant, je vais exécuter mon programme pour essayer de voir si j'ai une valeur qui sera supérieure ou inférieure à 200 selon ce que je saisis. Donc je vais reprendre toujours avec le même exemple de tout à l'heure. Donc selon le même exemple de tout à l'heure, lorsque nous exécutons, nous avons tapé 89, donc il va dire inférieur à 200. Pourquoi? Parce que j'ai saisi, j'ai 189. Maintenant, je reprends le même exemple. J'ai saisi 167, ça va me donner 267, c'est supérieur à 200. Donc, vous avez vu, je peux programmer des choses en utilisant le bash. Donc, je peux créer un programme en utilisant le bash. Clear, je vais effacer. Je reviens encore dans mon bash. Nano, j'ouvre le script. Donc ici, au lieu d'afficher, je vais juste, au lieu d'utiliser echo, $, je vais juste dire echo. Donc je vais
exécuter une commande pour m'afficher les répertoires courants. D'accord? Je vais dire ls-l, le contenu du répertoire courant. Et ici, au cas où j'ai une valeur inférieure à 200, je vais par exemple afficher echo $pwd. Ici, je vais faire echo. Donc, c'est une commande. Je vais exécuter cette commande. D'accord? Donc, le dossier, il va me lister le contenu du répertoire courant, détaillé si j'ai une valeur supérieure à 200. Sinon, il va me donner juste le dossier dans lequel je me trouve. Donc, je ne suis pas obligé de manipuler des valeurs. Je peux manipuler des commandes. Donc, lorsqu'on automatise des tâches, on a des structures conditionnelles. Et derrière ces structures conditionnelles, d'autres scripts peuvent être exécutés. Donc, à l'intérieur, entre then et else, je peux mettre encore plusieurs lignes de commandes et plusieurs if. Donc, à ce niveau, je vais juste simplifier. Donc, on revient sur l'exécution, bash. Donc, on va tester le DK. Ici, par exemple, je donne 89, bon, mettons 50, je donne 150. Donc, qu'est-ce qui me donne? Le contenu de mon répertoire, le chemin. Pourquoi j'ai une valeur inférieure à 50? Mais lorsque je reprends la même chose, je donne maintenant 122. Il va me lister le contenu de mon répertoire. Donc, voilà tout ce que le répertoire contient. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai obligé mon système à réagir selon ce que je lui donne. Donc là, vous êtes dans la programmation et vous profitez de l'environnement Unix ou Linux pour directement exploiter les commandes de base et automatiser les tâches. Lorsque nous sommes par exemple en langage C ou en Java, nous devons inclure une autre librairie et c'est cette librairie-là qui va communiquer avec le système pour nous ramener les résultats. Mais lorsque vous programmez en Bash, directement vous communiquez avec le système et ça vous permet de recevoir directement les résultats avec un temps record. D'accord? Retournons encore dans notre script, nano script. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste mettre en commentaire tout ce que nous venons de faire maintenant. Il suffit juste de placer les dièses. D'accord? En commentaire, c'est juste le dièse. Ce que je vais faire, je vais maintenant, après avoir saisi les nombres, je vais faire une boucle. D'accord? Plutôt, je vais faire une boucle while à condition que la somme $somme, d'accord, while $somme des 100, par exemple, c'est supérieur à 200. Donc, au cas où j'avais quelque chose de supérieur à 200, d'accord, then, je vais faire somme des 100, je vais enlever 50 parce que je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Somme de 100 est égale, donc je vais faire encore un calcul, c'est l'expression, c'est $somme des 100 moins 50. Ok. Echo $somme des 100. Ok. Et par exemple, je vais faire ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On teste juste si la valeur est supérieure à 100, à 200.
c'est pas den, pardon, j'ai renversé ici. Ça c'est do et dan ici. Tant que la valeur est supérieure à 200, echo fin. Donc si la valeur est supérieure à 200, on va enlever et on va à chaque fois diminuer de 50, on va afficher les différents montants. Si on n'affiche rien, on saute directement sur fin, c'est qu'on avait une valeur inférieure à 200. Donc j'exécute ça. Je vais tester avec un exemple une valeur qui est inférieure à 286 par exemple. Donc directement on a la fin. Mais si je donne par exemple 300, d'accord, il va m'afficher 400 moins 50. Oh, le calcul n'est pas bien fait. Je vais revenir sur le nano. Quelque chose n'est pas bien fait. Somme de 100 est égale à $. Vraiment, c'est bien. Je ne rappelle plus. Mettons ça comme ça, on va voir. Descend. Donc, oh, il confond cela à une chaîne de caractères. Oui, il confond cela à une chaîne de caractères. Attendez, on va essayer un peu de creuser pourquoi les valeurs sont confondues à des chaînes de caractères. Donc, on va utiliser un autre opérateur, d'accord? Toujours EXPR, mais on va l'utiliser sous une autre forme. C'est pour dire que c'est un calcul, parce que là, il ne calcule pas bien. Donc, au lieu d'exécuter cette commande qui nous renvoie une chaîne de caractères, nous allons faire $parenthèse. Donc, $parenthèse. $somme moins 50. OK. On va vérifier avec ça. Donc, exécutant avec bash 300. Oui, ça marche. Donc, utiliser $parenthèse, c'est mieux. Donc, on a donné 300, ça fait 400. Tant que 400 est supérieur à 200, ça veut dire qu'il va enlever moins 50, c'est 350. Après, il va enlever moins 50, c'est 300, 250, 200. La prochaine fois, quand il va enlever ses 150, il ne pourra plus l'exécuter, il sort. D'accord? Donc, vous avez vu la boucle while. La même chose, vous pouvez aussi faire pour la boucle for. D'accord? Donc, le plus important, c'est de comprendre comment utiliser la boucle. D'accord? Comment utiliser la boucle, comment vous pouvez manipuler les éléments en utilisant la boucle for. Et vous allez remarquer que c'est un langage qui est facile à manipuler, donc vous n'avez pas beaucoup de choses à craindre. Donc il suffit juste de comprendre le mécanisme de base. Donc si nous revenons ici dans Nano, je vais juste effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça n'est de trop maintenant. Donc vous pouvez reprendre la vidéo calmement, étape par étape, pour voir tout ce que j'avais saisi. Donc pour la boucle for, je vais juste écrire for, par exemple, le nom de ma variable, je le donne par exemple NB.
in, d'accord? Donc, j'ai plusieurs manières d'écrire 4, 7, 8, d'accord? J'ai le do, echo, $NB, done. D'accord? Je lui donne une liste. On va commencer d'abord par quelque chose de basique. Je lui donne une liste et j'exécute. Vous voyez, il m'affiche 1, 2, 3, 4. Je peux maintenant revenir à l'intérieur. Donc, je peux faire $ et XPR, $NB. Donc, je fais une opération. Chaque nombre, je l'additionne à 50. OK? Je l'additionne à 50. Et que j'exécute. Oui, donc il additionne à 50. Donc ça, c'est la boucle for. Mais la boucle for, ce n'est pas simplement cette commande-là. Je vais faire encore, je vais changer nano script. Donc, au lieu d'avoir le nombre ici, je vais mettre par exemple la séquence. Donc on peut mettre aussi, je vais une séquence. Donc c'est la commande sequence qui va aller de 1, par exemple, la séquence de 1 à 10. D'accord. J'espère que j'ai bien écrit la séquence. Ok, c'est ça. Donc, clear. Nano. 1, espace 10. Donc, vous voyez, je fais la séquence de 1 à 10 et j'additionne, il me donne. Donc, vous pouvez utiliser la séquence comme étant aussi une approche pour générer des valeurs. D'accord? On peut utiliser également le résultat d'une commande. ls. Ce sont les chaînes de, ici. Je vais juste echo $NB. CTRL X. Je l'exécute. Vous voyez, il me donne les différents fichiers que j'ai dans mon répertoire ou les dossiers. Maintenant, je vais finir avec le dernier programme pour vous. Donc ici, par exemple, on peut faire un if pour tester si c'est un fichier ou pas. If nb -f, est-ce que si c'est un fichier, d'accord, then on va écrire echo nb est un fichier, sinon else on va écrire echo. Donc je fais directement la comparaison. C'est comme si vous faites pour les nombres, est-ce que c'est un nombre premier ou pair ou impair. Donc vous pouvez faire des structures conditionnelles à l'intérieur. Pour éteint par exemple et d'un autre type. Je ne vais pas confirmer que c'est un répertoire pour l'instant, mais je peux le faire tout à l'heure. D'accord? Y. Donc ici, lorsque, si on un peu l'effacer, lorsque nous exécutons, vous voyez, il me dit listdoc est un fichier, celui-là est un fichier, projet 2 est d'un autre type parce que c'était un répertoire, projet est d'un autre type, script 1 est un fichier, est un script. Pourquoi j'ai fait la comparaison en se basant sur des mots techniques, est-ce que c'est un fichier ou pas. Donc on peut mettre comme liste de nombres, la liste qui est déjà prédéfinie. On peut mettre une séquence,
on peut mettre le résultat aussi d'une commande. OK? Vous pouvez aussi mettre un tableau. Pour l'instant, je n'ai pas abordé la notion de tableau parce que je vais peut-être réserver cela pour un autre niveau, mais vous pouvez creuser davantage. Vous avez déjà les nécessaires pour creuser, d'accord? Donc cet exemple, par exemple, que nous venons de vérifier, vous pouvez par exemple ajouter ici un elif, elif ici, elif si c'est un dossier, d'accord, moins 2 $NB, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas ND, CTRL C, qu'un seul, moins NB, then vous allez faire écho $NB est un dossier, d'accord, est un répertoire, d'accord, le mot. Sinon, si ce n'est pas un dossier, ce n'est pas un fichier, c'est d'un autre type, d'accord. Je peux enregistrer, clear, et vous pouvez vérifier nano bash. Vous voyez maintenant ici on dit c'est un dossier. Pourquoi? Parce qu'on a testé que c'était un répertoire. Si ce n'est pas un fichier, on vérifie si c'est un répertoire et ainsi de suite. Donc la boucle for, la boucle while, on n'a pas testé les cases, donc vous pouvez les tester. Donc le plus important, c'est de commencer à créer des petits scripts. Par exemple, créer un petit programme qui va aller consulter le dossier personnel de l'utilisateur et lister tous les fichiers qui ont été créés il y a moins de 5 jours. D'accord? Créer un programme qui va aller dans le fichier log, il va afficher les 10 derniers logs que vous avez eus et dire qui est le metteur, le destinataire et le message des logs. D'accord? On peut manipuler les différentes commandes en introduisant cela dans des scripts et pour avoir de très bons résultats. Donc, la deuxième partie nous a permis de comprendre que nous pouvons manipuler les commandes de base à travers un langage de programmation qu'on appelle le bash. Donc, il n'y a pas que le bash, il y a le corn shell, il y a le C shell, mais nous, on s'est focalisé sur le bash. Et si vous avez remarqué, parce que j'utilise un utilitaire sur Windows, je n'ai pas insisté sur l'interpréteur de commande pour que normalement vous devez insister sur l'interpréteur. Par exemple ici, lorsque vous ouvrez la commande, vous devez donner la directive. Par exemple, mon fichier, toujours ces $, d'exclamation, ça se trouve dans bin bash par exemple. L'interpréteur se trouve dans le dossier bin bash. Moi je ne l'ai pas fait parce que il va chercher bin bash, il ne va pas le trouver. Mais c'est toujours bien de le dire où se trouve votre interpréteur. Et si je l'exécute, ça marche toujours. D'accord? Donc, vous pouvez créer des scripts qui vont recevoir des paramètres. D'accord? Il faut savoir manipuler cela. Donc, je vous ai donné les outils nécessaires de base. Maintenant, c'est à vous d'aller fouiller sur Internet, faire des exercices, installer une machine virtuelle Linux sur votre ordinateur, commencer à tester les commandes de base, créer des petits scripts. Donc, dans les TP, dans les TD, vous aurez un ensemble de petits scripts à créer. Donc, je souhaite que vous puissiez approfondir vos connaissances davantage pour aller au-delà de ce qui a été proposé. Donc, je tiens à vous souhaiter bon courage et à bientôt pour la dernière partie qui sera intitulée Programmation système. Au revoir.